On va démarrer l'enregistrement. J'ai trop de place sur mon PC. Parce que du coup, j'entends un écho chez toi, Xavier. Putain, c'est lequel, Xavier? Ah ouais, c'est X Studio. Putain, il entend son écho, il est balèze. Hein, parce que je le vois même pas s'activer son micro. Salut. Salut. Allez, on va démarrer les partages d'écran, tout ça là. Question Alexandre. Yep. Est-ce que tu peux inviter des gens dans le groupe? Enfin, c'est juste une question, tu sais, en haut à droite. Dans le... Pas dans le groupe que tu fais là pour le Week Talk, c'est dans le groupe ES. Non, dans le groupe là, ici, en fait. Je peux ajouter, oui. Ok, non, c'est pour savoir si tu as les autres du talk. Ouais, non, ils peuvent, je pense. Ok. Mais je pense que c'est que ceux qu'il y a dans mes amis d'ailleurs. Oui, mais c'était juste pour savoir si tu vois les gens pouvaient ajouter ou non. Quoi. Ok. Parce que pendant que je présente. D'ailleurs, on attend ce partage d'écran, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, on met tous les petits trucs là, tac tac. J'aurais bien voulu. Ok, ça c'est bon. Bien voulu que David soit là. On va se poser tranquillement. En plus, je peux pas faire ce que je veux ici parce que parce qu'on va le voir. On peut pas record Discord, ça c'est chiant ça. Putain, Delta, il fout le bordel aussi là. Delta, qu'est-ce que tu fais? C'est dommage qu'on puisse pas mettre aussi une autre description OS Community, mais peut-être que plus tard, quand je serai plus actif, je commencerai vraiment à le mettre en dessous du stream pour rejoindre l'OS Community. Bon, ok, vas-y, hein, je vais commencer sans David. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il soit là. N'est-ce pas? C'est pas le F11, ça pue la daube. Du coup, tu recordes et tout, toi, Alex? Moi, ouais, je fais les deux. Parce que je suis un mec Ok. comme ça. Ok, non, je vais monter à la record. Ah, Bah voilà. je me disais, ça, on voulait petit David pour commencer. Faut me pardonner, j'étais en train de manger, moi. Il est 21h. Non, mais là, tu seras fouetté pour ce retard. Fouetté à ce point-là, putain. Eh oui. Pas cher payé, hein. Ok, bon, bah, je vais commencer. Je vais faire ma petite partage. Qualité du partage. Ah, attends, il y a même des qualités. Waouh. Oulala. Vous me dites quand vous avez la partage. Oulala, je l'ai, mais il faut que ce soit toi parce qu'il y a le partage de tout le monde. En fait. Ok, il faut double-cliquer. Wouhou. Ouais, faut double-cliquer chez Frasken. La partage, elle est bonne, là, elle est sur moi, là. Ouais, qualité pas ouf. Mais il y a la alors, partage. C'est peut-être l'image, là, parce qu'elle est un peu... Non, c'est la qualité. Tout de base. Ok. Bah, je vais vous... au pire, je vais vous dropper aussi un peu... Ouais, ce sera intéressant. Parce que là, j'ai un petit bug d'écran, je suis sur un seul écran. Ok. Par contre, je sais pas... Ouais. Sinon, tu m'envoies l'image et je le restream sur la partage. Hein. Mais bon, enfin, ça sert un peu à rien parce qu'on verra pas ta souris.
Sinon, il envoie l'image et puis tout le monde ouvre l'image. Oui, Ouais, oui. exactement. Je vous ai envoyé l'image et tout, mais via la partage en fait. Mais je vais vous dire à peu près on en est où pour discuter. Ah, c'est clair qu'on voit mieux. Hein. Ouh là Donc, là. ce que je vais vous présenter là, ça va être vraiment. Donc, c'est autour de mes travaux à moi. Donc, je préfère être clair dès le début, surtout pour les gens qui regarderaient ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que on s'axe surtout par rapport au travail que j'ai fait moi personnellement. Donc, c'est pas de la connaissance acquise ou quelque chose qui est forcément concret. C'est-à-dire que, ben, voilà, pour être clair dès le début du talk, hein, on n'est pas là pour dire ouais, ça fonctionne comme ça, donc c'est comme ça, tu vois. C'est pas du tout l'objectif. C'est plutôt voilà, faire le tour autour de ce que moi j'ai travaillé, de ce que j'ai vu et faire un petit peu de l'interactif autour de ça, quoi. Voilà, un peu déjà pour introduire un petit peu le contexte. C'est ça, quoi. Par contre, On mes a l'air notifs de. sur Ça a l'air d'être. Discord, lol. On a C'est l'air un de peu voir relou. assez bien, du moins sur le stream. Donc j'espère qu'en Ah, qualité mute vidéo le ce sera mieux. Tu fais comment? Tu fais mute, non? Clic droit, mute. Well done. Ok. Donc, par rapport, donc en fait, ce que j'ai fait moi, donc c'est vraiment un schéma orienté event loop, que ça soit un peu surtout Libuv et Node.js. Enfin, Node.js en second temps, mais c'est sûr, ça va être surtout Libuv. En fait, on a beaucoup d'éléments de Libuv, mais on va avoir des petites parties qui vont être un peu plus Node.js. Et du coup, au niveau de ce que j'ai design, donc on peut voir en fait que la loop, elle start sur la droite. Donc vous avez un petit bouton orange Start Here avec une petite case Now. Donc en gros, par rapport à l'event loop Node.js, et c'est quelque chose de très important, je ne m'étais pas rendu compte de ça, je pensais qu'on démarrait plutôt vers la droite au niveau du pôle. C'est pas du tout la réalité, on démarre totalement à droite avant la phase de timer en fait. Et le premier truc qu'a faire l'event loop, ça va être de faire. Donc je vous décris un peu toute la loop, hein, on en parlera après par rapport à mon schéma. Donc le premier truc qu'a faire Libuv, ça va être de déclarer un temps qui va être en gros le temps T, quoi, son propre temps now. Il va essayer de le définir. Et il va passer donc à l'exécution de la phase timer. Donc essayer d'exécuter les premiers timers qui vont arriver en première instance sur Node.js. Et on discutera un peu de la partie poll phase control, timer phase execution, parce qu'il y a un des sujets intéressants là-dessus, justement. Et donc les timers, en fait, donc, ça va être, ils sont tous stockés dans une queue qui est une heap node, pour être précis. Et en fait, il les sort avec un heap min. Ça, c'est pour la petite info. C'est-à-dire qu'en gros, il prend le timer le plus près, quoi, en gros, de s'achever. Petite information sympa à savoir. Donc après, on voit qu'on a un petit next tick. Donc ça, c'est en fait, j'essaye d'implémenter. Donc entre chaque phase, on va avoir du coup les next ticks de Node.js qui sont implémentés. Alors l'implémentation est un peu compliquée et j'ai pas tout suivi là-dessus, mais ça va approfondir. Mais en gros, leur position, c'est un peu abstrait. C'est-à-dire qu'en vrai, leur position, elle est difficile à définir réellement. Et il faudra qu'on revoie ça un petit peu après aussi. Mais en gros, c'est ça, quoi. Après, l'idée de base, c'est qu'après chaque phase, on exécute les next tick Node.js et ils sont implémentés vraiment au niveau de Node.js. C'est-à-dire que c'est Node.js qui les implémente et c'est pas quelque chose qui existe au niveau de Libuv. Merci pour ton follow, Purexo. Spécifique à Node.js. Merci. Comment on va? Donc après, on va arriver en fait à une. Alors ça, c'est une zone qui est pas beaucoup documentée. Il faut que je me renseigne, mais en gros, c'est tout ce qui est pending callback. Et on reviendra après parce qu'en gros, c'est vraiment lié à la phase de poll. C'est avec tous les callbacks qui n'auront pas pu être exécutés dans la phase de poll vont être exécutés ici, mais c'est pas encore très clair dans mon esprit. Donc après, on va passer à la zone IO callback. Donc là, ça va être vraiment des callbacks dans le sens, en fait, c'est des interactions côté système, genre avec les interfaces système, ce genre de choses-là. C'est vraiment pas... quand on voit IO callback, on pourrait se dire, ouais, c'est les callbacks JavaScript, mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment des callbacks au niveau système. Donc c'est totalement, on va dire, plus lié à des choses que fait Libuv, du moins dans mon esprit. Donc après, on passe à une phase qui est idle prepare. J'ai pas beaucoup d'informations en soi parce que merci, dans les docs, il la passe souvent et en gros, l'idée c'est que il prépare en fait les choses pour la zone de pôle, mais je suis pas rentré. En fait, là, ça va un peu plus profond, j'ai l'impression, dans l'IBU le pôle. sur vraiment qu'est-ce que la préparation avant la phase de pôle, etc.
Donc là, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que c'est pas une phase qu'impacte spécifiquement Node.js. Ça, c'est vraiment des préparations internes à Libulve. Et donc après, on va... Alors, le backend timed out sur la route, je sais pas exactement s'il va avant ou après la zone, mais en gros, ça va être une méthode exécutée, donc UV backend timed out par Libulve, et qui va définir en fait le timed out de la phase de poll. C'est en gros, il va prendre les timers existants ou ce qu'il y a dans les queues et il va définir en gros le timer, enfin combien de temps la loupe doit rester sur la phase de polling. Donc par exemple, s'il y a strictement rien, il va rester sur un temps infinity, alors que s'il y a un timer dans une seconde, il va régler en fait la phase de poll pour rester en fait le temps idéal en fait avant de devoir continuer. Donc ça, je suis allé voir les sources, c'est assez intéressant. Donc là, après, donc il va finir sur la phase de poll, et en fait, sur la phase de poll, c'est là qu'on va vraiment commencer en fait une nouvelle itération de la loupe, parce qu'en fait, quand on parle d'itération de la loupe, on part vraiment en fait de cette zone de polling, et on y reviendra en détail un peu après, mais en gros, c'est elle qui va donc queue tout ce qui est request et handle qui vont arriver. Ce qui n'est pas très clair encore, c'est quels sont les queues qui sont rattachés à cette phase de poll, parce que je pense pas qu'il y en ait qu'une en fait, parce qu'il y a un concept de request, il y a un concept d'handle en Libulve. Il y a l'air d'avoir aussi d'autres concepts, il n'y en a pas que deux, je pense. Il doit en avoir un troisième. Donc en gros, cette phase de poll, je pense pas qu'elle ait peut-être une seule queue, c'est plus complexe que ça, je pense. Donc ça aussi, pareil, à éventuellement creuser. Et donc généralement, Libulve en fait va donc décider de faire une nouvelle itération si il détecte qu'il doit. Donc en gros, ici, il se met en idle s'il n'a rien à faire. Il va attendre pour des nouveaux événements. Et dans le cas où, par exemple, un set immediate est ajouté ou qu'on aura des nouveaux timers qui vont s'ajouter ou que quelque chose lié au close callback ou quoi que ce soit d'autre va être ajouté, la loupe va décider en fait de continuer le boulot. Donc c'est là on passe dans notre phase idle ou non. Donc dans le cas où on a un set immediate, donc ça va être la zone de check où dans le cas de Node.js, les sets immediate vont être exécutés. Donc là, enfin justement, c'est le petit sujet qui est dans la doc que vous avez peut-être dû lire, mais je pense que ça parle, que ce soit David ou quoi que ce soit. Mais en vrai, on devrait inverser next tick et set immediate. En vrai, cette phase on devrait parler de next tick du coup, parce que c'est la phase qui vient en début d'itération d'une nouvelle boucle. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont pas forcément dans le délire. Donc ça va être vraiment la zone où tous les sets immediate qu'on va set dans le code vont être exécutés. Et on va revenir du coup sur la droite au close callback. Et là, c'est vraiment les événements de close du genre socket close, HTTP close, enfin vraiment tout ce qui est... Je vois pas, enfin peut-être même les file system close à voir dans cette liste, peut-être définir plus précisément, mais ça nous donne l'image. En termes de close callback, on parle vraiment de... que ça soit socket ou TCP, tout ce qui est les événements de fermeture. Et donc là, on va revenir à cette zone où en gros, il va définir est-ce que la loupe, elle est toujours vivante. Ce que ça veut dire en gros, c'est est-ce que y a de l'HTTP qui vient des handles ou des requests qui viennent. Est-ce qu'on a des timers à exécuter? Est-ce qu'on a des sets immediate? En gros, définir est-ce qu'il reste quelque chose à faire. Et si dans le cas où en fait il a totalement terminé et qu'il ne reste plus rien, c'est à ce moment-là qu'il va exit le process ou recontinuer en redéfinissant un nouveau... donc le now, qui va être en gros redéfinir son temps pour pouvoir réexécuter les timers correctement. Voilà. Et bien évidemment, donc bon ça après, mais en gros un cycle, donc un cycle de la poll, donc en gros qui tourne, c'est pour moi je le considère comme un tick. Donc quand on parle de un tick, exécuter un tick après ou quoi que ce soit, voilà. Donc c'est ça en fait, c'est faire un tour de loop entier quoi. Donc, voilà. Bah déjà, est-ce que ça choque quelqu'un, David? Ça te choque, ça va? Non, ça va. Au contraire, je suis vachement surpris et j'apprends des trucs, donc c'est sympa. Mais il y a juste quelques trucs où c'est... Donc ouais. Je pose des questions. Ouais, parmi, donc je vais prendre les points en fait qui moi en fait sur les choses que j'ai à revoir, c'est des choses où j'ai des doutes ou que je pense que même il y a des incompréhensions. Déjà, j'en avais parlé, mais il y a la phase pending callback qui est en haut à droite, qui est une vraie phase. C'est-à-dire que dans mon schéma, je l'ai ajouté comme ça parce que en fait Node.js, eux, n'en parlent pas.
mais c'est quelque chose qui me semble très important au niveau de l'IBUV. Sauf que de ce qu'ils en disent, ça me paraît bizarre qu'elle soit pas importante pour Node.js en fait. Et j'ai des choses à creuser là-dessus. Donc normalement en fait, enfin moi je pense qu'à terme en gros on aura une nouvelle case bleue en fait qui va concerner ce pending callback déjà. Il faut que je creuse en fait quel est son rôle exact. Parce qu'en gros, moi de ce que j'ai lu dans les docs, en gros c'est dans la phase poll quand il veut exécuter. Par exemple, vous avez un socket et vous faites un write et vous mettez une fonction et il a peut-être pas terminé d'exécuter la fonction JavaScript. Et il va donc la poll, parce que chaque phase a une limite, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qu'il faut définir avec les queues. Ils ont une limite, il y a un moment donné où ils doivent s'arrêter pour continuer une exécution. C'est-à-dire que voilà, c'est pour éviter de laisser la loupe rester sur une phase éternellement. Donc ils ont des limites de nombre d'éléments qui peuvent pull ou de temps à passer sur une phase spécifique. Donc, mais s'il n'a pas terminé certaines exécutions de fonctions, de ce que j'ai compris, en fait, quand il va atteindre donc, cette zone-là de pending callback, il va finir d'exécuter certains de ces codes-là. Alors après, il faut justement, donc, par rapport à ça, définir est-ce qu'il y a une réelle importance sur Node.js ou est-ce que c'est une importance qui est au niveau du code bas niveau, c'est-à-dire C, l'IBUV, ou est-ce qu'en fait, côté Node.js, on s'en fout totalement. C'est une première, où j'ai du mal à distinguer l'intérêt réel. En deuxième point, il y a quelque chose qui m'interpelle dans la documentation Node.js, c'est qu'ici on nous dit, c'est dans la documentation l'Eventloop Node.js, poll phase control, poll phase control timers et phase execution. Et ça me paraît bizarre parce que dans la documentation, que ce soit l'IBUV ou dans le code de l'IBUV, à aucun moment j'ai l'impression que la poll phase elle contrôle quoi que ce soit de timer en fait. Et en fait ce que je me demande c'est est-ce qu'ils n'ont pas fait un raccourci parce que par exemple ici dans le backend timed out, donc c'est la méthode qui va définir le temps, le timed out de la phase de polling, de poll, et qui est super important parce que la phase de poll c'est la plus importante en fait dans notre itération. Donc cette méthode elle est ultra importante. Et ce que je me demande, c'est que dans la documentation de Node.js, ils ont peut-être voulu dire en gros, ouais, en fait, dans cette phase ici, il va aller regarder en fait, est-ce qu'il reste des timers à exécuter, combien de temps on doit rester dans la phase de poll ou des choses comme ça en fait. Est-ce qu'ils n'ont pas fait un raccourci pour dire finalement en fait l'exécution de poll et timer sont extrêmement liés, c'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose comme ça qui rentre en compte. Parce que ça paraît vraiment bizarre quand on est dans une loupe, on commence à nous dire que des phases contrôlent d'autres phases, donc c'est assez bizarre, c'est assez obscur. Donc je pense qu'ils ont voulu faire une abstraction ou de simplifier les choses, mais techniquement parlant, ça paraît vraiment bizarre, donc ça c'est un des points aussi que j'aimerais bien revoir plus tard. Donc il y a une meilleure vision sur les queues et leurs types, notamment avec l'aspect round robin. Donc ouais, comme je disais, en fait, les queues, là, ça reste très abstrait, hein, mais en vrai, les queues, déjà, même pas sûr que certaines phases aient des queues exactement. Donc il y a tout ça à spécifier, parce que ça, en fait, ça reste ultra important de savoir. Par exemple, ici, si je sais que j'ai deux queues différentes, ça reste quand même très important, c'est-à-dire de comprendre quelle est l'interaction avec la phase et leur queue. Ce qu'on sait, c'est qu'elles sont pull en FIFO de manière quasi permanente. Il y a des exceptions, mais elles sont pull en FIFO de manière synchrone. Donc il y a vraiment une relation entre chaque phase et les queues, les événements qui arrivent dans les queues, ça a l'air très très important. Donc je pense que ça joue aussi énormément, notamment sur l'aspect round robin. Donc du coup, le fait de définir, par exemple, j'arrive dans cette phase-là et j'ai une limite de 100 éléments que je peux pull de ma queue, ce genre de choses-là. Ça permet d'avoir aussi une petite notion de dire, en fait, parce qu'on pourrait dire, ouais, on reste indéfiniment bloqué dans une phase, etc. Mais de vraiment avoir la vision en fait d'une boucle qui tourne tout le temps et qui optimise toujours ultra bien les mouvements qu'elle fait avec sa queue, etc. Même si c'est pull de manière synchrone, hein, après c'est l'ensemble qui fait que on obtient une qualité au niveau des exécutions parallèles. Et ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai beaucoup vu, même dans du monitoring Node.js. Comment l'event loop peut-elle changer sa fréquence et sa durée? Ça veut dire qu'en fait la fréquence de la loupe accélère
et la durée diminue. Il y a eu un article là-dessus sur c'était pas notre source, mais ou quoi que c'était peut-être notre source là parce qu'ils ont des outils de monitoring là qui développent pour des entreprises. Et bon, il y avait tout un article là-dessus. Et ce qui me paraît donc, ça paraît probable parce qu'on a tous vu avec notre JS que quand on exécute un code, un petit serveur comme ça dans le coin, il va mettre genre par exemple pour une opération qui est simple, il va mettre 6 millisecondes. Et dès qu'on commence à charger le serveur, on a des codes qui vont de plus en plus accélérer, être de plus en plus optimisés. Donc ça, c'est un concept qu'on connaît un peu tous et qu'on a un peu tous expérimenté. Quand on fait beaucoup de Node.js, on s'en rend très vite compte. Donc en fait que l'event loop finalement, et même ça paraît logique par rapport quand on sait que c'est fait par rapport à du round robin, qu'on ait des mécanismes de ce genre-là. Par contre, ce qui n'est pas très clair, c'est comment tout ça est défini, parce qu'au niveau de l'event loop, elle tourne avec une while qui est des plus basiques. Donc en fait, ça doit être géré par rapport à d'autres méthodes qui interviennent à travers la loop, en fait, tout au long de la loop, qui doivent intervenir et qui influencent en fait sur le temps d'exécution de chaque phase, etc. Donc ça, il faut que j'approfondisse ça parce que c'est pas très clair. Parce que dans la vision d'ensemble, en fait, on n'a vraiment pas cet aspect-là. Donc c'est un peu mystique. Mais ouais. Mais je sais pas, après, je pense que ça, c'est pas forcément très important pour l'abstraction globale. Mais ça reste une des composantes de la loupe que je trouve fascinante et qui, je pense, c'est intéressant de savoir exactement, en fait, qu'est-ce qui se passe quoi, dans le fond, comment tout ça fonctionne, parce que on se rend compte que finalement, que ça soit même sur l'aspect benchmark d'un Node.js, par exemple, c'est une métrique super importante, quoi. Si on la maîtrise pas, c'est un peu de la merde, quoi, ce qu'on fait, quoi. Donc voilà. Et après, je crois qu'il y avait 2-3 trucs. Approfondir le Nextstick, j'en avais déjà parlé, hein, parce qu'en vrai, ça a l'air comment les mecs sur Node.js ont l'air d'avoir implémenté ça, c'est un peu mystique. Genre, c'est la sorte de. On sait pas trop en fait quand ça s'exécute, c'est pas super clair, donc ça, j'aimerais bien en parler avec un membre de Node.js. Et le code JavaScript est-il uniquement exécuté sur la phase de poll? Ça, c'est quelque chose qui est, ouais, pour moi, qui est pas très clair, parce que j'ai la vision donc de l'event loop en entier. Enfin, on a la vision, etc. Et la question des fois que je me pose, j'ai du mal à relier, c'est quel est le rôle de la VM dans tout ça, en fait, finalement. À quel moment est-ce qu'on appelle la VM tout au long, ou est-ce que la phase de poll, en fait, finalement, gère énormément cette interaction avec la VM, quand on parle de code user, tout notre code user. Donc là, plutôt voilà, genre donc parce qu'on a une partie user code et ça c'est pas je sais pas trop en fait comment exécuter le user code par rapport à tout ça et à quel moment, ou est-ce que c'est par exemple, est-ce que la VM elle est appelée avec nos codes constamment à travers toute la loupe, ou est-ce qu'elle est appelée uniquement à certains endroits, quoi. Donc ça, bon, ça c'est le schéma de Libuv, hein, ultra classique pour savoir un peu tout ce que Libuv gère. Voilà. Des questions, peut-être. Non, c'est par rapport à tout à l'heure où tu disais qu'au niveau de la documentation de l'event loop sur Node, ils avaient réuni le coût du backend timeout et le poll. Moi, en fait, je comprends pas l'inverse. Pourquoi tu as séparé le backend timeout et le poll en sachant que le poll, basiquement, ne doit pas faire grand-chose, vu que toute la phase de polling, c'est même pas l'IPv qui la gère, c'est le kernel, et la seule chose importante qui passe pour cette phase de polling, c'est un timeout. Donc Non, le fait mais que ce soit en rassemblé, gros, c'est plus logique pour moi. en fait, moi, je décris la phase de poll telle qu'elle est décrite dans l'IBUF. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une vraie phase Enfin, quand on dit poll, c'est pas forcément polling. En fait, la phase de poll, c'est un peu une phase qui gère un peu tout, tu vois. Genre, en fait, tu arrives dedans et en fait, c'est elle qui va gérer toutes les nouvelles requêtes et les handles qui vont arriver. Et en gros, le backend timeout, moi je l'ai mis ici parce qu'en fait, donc en regardant les codes, parce que ça c'est des éléments que j'ai trouvés en regardant les codes directement, on sait de l'IBUV, hein, j'ai parcouru un peu tout comment ils faisaient, enfin, c'est la stack d'exécution quoi, hein, pour regarder un peu ce qui se passait. C'est qu'on remarque en fait qu'avant cette phase de poll,
qui est une vraie méthode, hein. Tu as une vraie méthode, genre UV, poll, machin, je sais pas quoi. Tu as UV, en fait, backend timed out, qui s'appelle comme ça, UV _ backend timed out. Et elle, ce qui est défini avant cette phase, en fait, elle va définir le timed out de la phase de Paul. Donc en fait, sa position à elle, en fait, elle est même pas à discuter parce que, je te dis, j'ai juste plus retenu est-ce que la fonction de Diddle prépare, il faudra que je regarde est-ce qu'elle est avant ou après, mais je pense que je pense que c'est la bonne position à l'heure actuelle. Après, tu soulèves une question. Moi, en fait, si tu veux, la phase de Paul, j'ai pas vraiment de vision en fait concrète pour le moment en tout cas, parce que je pense qu'il faut creuser un peu plus loin en fait dans le code et tout ça. J'ai pas de vision un peu concrète de ce qu'elle fait, quoi. Genre concrètement, tu vois, genre en termes de code, je parle, tu vois, genre qu'est-ce qu'elle gère précisément, etc. C'est pas super clair, quoi. En fait, d'un point de vue, comment expliquer, tout ce qui est polling généralement au niveau de quand on fait du réseau ou de l'IO plus généralement sur une plateforme, et quand on voit le schéma de l'IBV qui confirme un peu ce que je pense, on voit en bas dans les zones vertes les ePoll, KQ et EventPorts. ePoll, KQ et EventPorts, en fait, c'est des syscalls pour faire comme ça du polling sur l'IO. Et ces syscalls servent, par exemple, dans le cas de ePoll, ePoll te sert surtout à grouper des files descriptors et à demander au kernel, en fait, tu laisses la main au kernel et le kernel viendra réveiller ton processus quand il y aura du niveau sur ces files descriptors. C'est-à-dire que est-ce que tu pourras lire quelque chose ou écrire quelque chose. Et à cette méthode, tu lui passes un timeout pour éviter pour qu'il rende la main à ton processus au bout d'un certain moment. Mais sinon, à ce niveau-là, la phase de polling, normalement, t'as même plus la main sur ton processus, c'est le kernel qui prend la main et qui vient te réveiller quand tu as des choses intéressantes à faire. Effectivement, oui, effectivement. Mais moi, je pense que c'est ça, hein. De toute façon, c'est dans ces eaux-là. C'est-à-dire qu'en fait, elle exécute en synchrone en fait toutes les actions, donc elle les envoie donc vers les interfaces système, en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Ou la pull thread, c'est pour les files, parce que c'est une pull thread du coup pour les files. Mais à chaque fois, du coup, tu sais, c'est en gros, c'est en attente et justement, après, est-ce que ce timed out, il est passé au travers, du coup, comme tu dis, des systèmes, je pense, il y a moyen, du coup, ce qui fait que eux, ils sont obligés de rendre la main avant, au moment où, en gros, on a calculé qu'on doit partir de la phase de Paul, tu vois. Enfin, après, ça définit. Bon, après, ça rentre, après, je te dis, on creuse dans le délire, quoi, mais... Au niveau de la seule implémentation que je connais à peu près vraiment, l'implémentation de ePoll, enfin l'implémentation du système de polling que je connais à peu près, c'est surtout le système de polling de Linux avec ePoll. Et ePoll prend un timeout. Donc après, à mon avis, les autres doivent faire la même chose. Donc oui, il doit sûrement le passer au système de polling. Ok. Maintenant, après, autre chose qui me dérange un peu, c'est le fait que le set immediate soit derrière la phase de poll. Parce que la phase de poll prend en compte tout ce qui est timer et intervalle pour en gros pouvoir savoir quand est-ce qu'il devrait reprendre la main. Donc quand un timer ou une intervalle viendrait à finir ou à être exécuté. Sauf que le fait que le set immédiate soit après le poll, ça veut dire que si jamais tu as un callback en immediate, au niveau du polling, comment il gère le timeout? Qui va pas, c'est une bonne question. Pas le laisser en infinity, sinon ton timeout derrière, ton immediate derrière, va y avoir un petit problème. Ouais, effectivement. Après, c'est une bonne question. C'est intéressant ce que tu dis, tu vois. Après, ça, c'est sûr, la position de la phase, elle est exacte, tu vois. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que tu te dis, comment il le calcule? Est-ce que, tu vois, je sais pas s'il prend quelque chose en compte par rapport aux immediate ou est-ce qu'en fait, il va partir du principe qu'il va rentrer dans la check et dire la limite, c'est ça, parce qu'on va peut-être passer sur une phase de timer. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Après, tu vois, je sais que, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des timers qui peuvent être exécutés. Enfin, tu sais, il essaye de les exécuter comment dire ça, de la manière la plus parfaite possible. C'est-à-dire, si tu lui dis dans 1 seconde, tu vois, il va essayer de l'exécuter parfaitement 1 seconde après. Après, c'est pas forcément la réalité, en fait. Tu as peut-être des décalages, tu vois, qui sont légers sur le temps d'exécution, tu vois. Mais ouais, c'est intéressant, tu vois. C'est vrai que
Enfin, tu te dis, tu pourrais foutre le bordel dans un set immédiat, tu vois. Ce qui décalerait potentiellement, en fait, ta phase de timer. Après, faut voir, tu vois, ben, le bordel, tu vois. Genre, si c'est du code JavaScript, en vrai, côté VM, ça s'exécute vite, mais effectivement, tu vois, ça peut, enfin, s'exécute vite, tu vois. Déjà, quelques millisecondes, c'est catastrophique, tu vois. Ouais, mais ça encore, ça dépend au niveau de ta phase de polling, ça dépend de la charge de ton serveur. Mais sinon, juste pour revenir sur le set immediate, je viens d'aller voir dans la doc de Node, et la doc de Node indique comme quoi ça schedule une exécution après la phase d'Event.io. En fait, la phase d'Event.io, c'est la phase de Paul, en fait. Ah, En fait, la ah phase. oui, oui, c'est vrai que dit comme ça. Parce que tout, Attends, enfin, non, quoique dans l'exemple qu'il donne là sur la doc, t'as deux console.log before IO callbacks et after IO callbacks. Je peux envoyer la doc si tu veux sur le conf Discord directement link. dans la doc Node.js, donc déjà, c'est écrit. Dans la doc Node.js, au niveau de Parce que la doc par de exemple, set immediate. déjà au niveau de celle de l'IBUV, enfin, c'est le petit graphe de l'IBUV. Ouais. Donc, tu as run check handle, si je dis pas de bêtises. Donc, ça, donc, tu as poll for IO et run check handle. Et en fait, donc, dans la phase de check, c'est vraiment les immediate, quoi. Après, au vu de ce que dit la doc de notes, surtout l'exemple. Donc, l'exemple, c'est immediate. Et ça me paraîtrait bien plus logique vu que le problème c'est que si tu as un immediate après la phase de Paul, tu fais quoi? Tu sautes la phase de Paul ou autre chose? C'est vrai que ça me paraîtrait un peu bizarre. Ouais, après, je sais pas de quoi ils entendent par IO callback, tu vois. Ouais, c'est ça qui est. Faudra aller regarder l'implémentation. Mais normalement, ouais, même dans la doc, c'est le guide Event Loop, ils te disent bien, enfin, dans le schéma, enfin, vraiment, les sets immédiats sont placés après la phase de merde, putain, de Paul for IO. Enfin, voilà, enfin, moi, c'est à peu près tout au niveau, donc, comme dit, c'était vraiment, enfin, moi, c'est par rapport à mes recherches, hein, donc je fais par rapport, pour reprendre un peu mon sujet de début. Parce que là, en plus, il commence à pleuvoir de ouf. Ils sont quand même un peu avancés, mais Dans la intéressant. doc Intéressant. de l'event loop de Node, t'as ça. Et ça confirme bien, enfin, je suis pas fou. Mais, Hein, regarde dans la conversation. Ouais, bah au pire, tu pars aussi sur le site. ouais, Au niveau d'accord, ouais. des callbacks, t'as cet immediate. Mais d'accord, il exécute à la fois dans les IO callbacks et au check. Il le fait aux deux en fait. D'accord, mais en fait, eux, ils ont une phase d'IO callback. Ah, tu l'as Ah, aussi. d'accord, oui. D'accord, oui. Après les timers. Et en fait, il l'exécute aux deux. À la fois sur les IO callbacks et à la fois sur les checks. Les set immediate. Ah non, mais il dit with the exception of close callback. Donc c'est à l'exception de. Ah oui, d'accord, j'ai pas tout lu. Oui, bon bah. Alors il y a moyen de faire n'importe quoi avec le set immediate. Bah ouais, et enfin potentiellement, genre, ouais, enfin tu pourrais. Mais après, tu vois, si tu fais set immediate. Après, il faudrait voir un peu, genre, je sais pas, est-ce qu'il y a des. Parce que je sais qu'ils ont des sécurités côté Libuf, tu vois, pour éviter qu'une phase reste plus longtemps qu'elle ne le devrait, tu vois. Donc en fait, je pense qu'après, il faudrait peut-être creuser un peu plus profondément pour voir quelles sont les sécurités qui sont par rapport à tout ça. Mais effectivement, ça soulève une question qui est, enfin, de base, hein, qui était ultra intéressante parce que c'est vrai que moi, sur le coup, tu vois, j'y ai pas pensé, mais ouais. Voilà, en tout cas, Sinon, la dernière chose, c'est par rapport à quand tu parlais de l'accélération de l'event loop. Je ouais. sais pas si l'IBUV a un mécanisme interne qui va avec aussi. Mais généralement, quand une event loop accélère, c'est vu que au niveau d'une event loop, enfin, je prends surtout exemple sur Tokyo en Rust et sur Notre en C, je me souviens plus, un truc à la con, la 200 lignes qui s'avait fait avec Epol. Mais bon, la
généralement, ce qui prend le plus de temps, c'est ta phase de polling. Et quand tu as des événements, le kernel te rend la main très rapidement. Donc, quand tu es sur une machine qui se mange des requêtes tout le temps, tes phases de polling sont très courtes parce que le kernel a beaucoup d'événements à te faire passer. Donc, ça veut dire que ça fait accélérer ton event loop. Vu que ta phase de poll, qui était très longue avant, devient très courte. Ouais, effectivement, justement, c'est ce que je pensais aussi un peu, c'est-à-dire que par rapport au back-end timed out, ou même d'autres éléments à travers la loupe, hein, mais du même principe, c'était justement en fait, il réduit exprès, enfin, ces temps de timed out, justement, ce qui fait que les éléments système rendent la main plus vite, quoi. Et, après, au niveau de là, par rapport au timeout du polling, ce timeout, le polling peut rendre avant ce timeout. Donc ça m'étonnerait qu'ils s'amusent à changer le timeout. En fait, je pense que l'accélération de la loupe est seulement due au fait que tu as plus d'événements au niveau kernel et donc ta phase de polling en gros, le kernel te rend la main bien plus vite. Donc t'as pas besoin d'attendre le timeout. Ouais. En fait, il pleut à torrent chez moi. Je me dis, putain, le soir où je vais faire mon talk, je sais pas si ça s'entend un peu, mais. Oh, ça va. En tout cas, voilà, mais voilà, donc ça un peu ce que j'ai bossé, donc ça m'a déjà pris quand même. Enfin, vous avez déjà vu le schéma de toute façon. Enfin, je sais que David ou Xavier, ça fait un moment que je réfléchis un peu au truc et je digue un peu autour de ça. Mon écran qui clignote en noir. D'ailleurs, moi j'aurais juste peut-être une petite remarque parce que c'est vrai que. Enfin, moi c'est même peut-être une question, c'est que est-ce que même dans la phase de pôle, il y a certains codes qu'il connaît entre guillemets déjà et qu'il exécute aussi beaucoup plus rapidement, quoi. Et au vu de ce qu'il exécute beaucoup plus rapidement, justement, il a peut-être plus le temps d'aller choper les requests, quoi, qui arrivent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un aspect de ce type-là dedans? Je sais pas. Enfin, moi je vois. Ouais, je sais pas vraiment en fait. Parce que je sais que j'ai déjà lu dans des docs qu'il y a peut-être des phases aussi qui renvoient des éléments dans la zone de Paul. Après, est-ce que lui retient des choses pour les exécuter plus vite Je sais pas si c'est l'objectif en fait primaire de l'event loop, tu vois. Mais ça reste une question. Mais par contre, là, tu vois, du coup, moi. Ouais, ça reste plus compliqué. Ouais, non, mais de votre vision, peut-être que vous pourriez vous dire oui ou non, tu vois, plus radicalement que en moi, fait, je pense qu'il faut creuser. Enfin, parce que là, on reste encore très abstrait, puis on reste très haut, tu vois, dans la vision du truc. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, mais ouais, je pense qu'il faut creuser en fait dans chaque phase pour trouver ce genre de réponse, quoi. Mais c'est très intéressant justement de savoir tout ça, quoi, parce que ça permet vraiment, par la suite en fait, à travers Node.js, en fait, d'avoir cette vision de cette exécution et d'optimiser, quoi. Enfin, en tout cas, essayer d'optimiser entre parenthèses, c'est-à-dire que je dirais que c'est plus des pratiques qu'autre chose, enfin des pratiques plus que des façons de coder un code, d'orienter un code pour l'optimiser par rapport à l'event loop. Mais ouais, non, ça c'est strictement rien. Là, après, avec ça, tu m'as vachement donné envie de regarder un peu plus en détail l'IPv. Et un truc, par contre, qui serait vachement cool à faire, vu que là, la version, déjà que l'image en jette, moi je dis, ça vaudrait le coup de prendre ce truc, tu vois, et d'en faire une petite version animée et interactive. Ouais, j'avoue. Sur le GitHub de S-Community. Ça pourrait être sympa. J'avoue, ça pourrait être assez stylé, avec des événements qui arrivent. Donc un petit peu, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous, peut-être vous voyez mieux les choses. Moi, je le vois un peu moins bien. Mais en gros, on va dire que, enfin, si on résume un peu le schéma, donc il checkerait les timers à lancer, en gros. Il vérifierait les callbacks d'arrivée. C'est à peu près ça. Après, on va dire, il préparerait les callbacks. Le pool ferait en gros l'exécution de ce qu'il y a dans le callback. Enfin, je résume les choses. Après, il y aurait l'exécution des set immediate, justement, qui est derrière le callback. Et après, il y aurait le close. Et on refait un tour comme ça à chaque fois. Ouais. C'est un petit peu la vision globale. Enfin, parce que bon, vision globale. Après, en fait, il faut une vision du genre, par exemple, les timers. Faut voir un peu à quel moment ils sont définis exactement, parce que la phase de timer peut-être
s'occuper uniquement d'exécuter des timers, tu vois, et pas Oui, enfin, et pas oui, et pas de ce qu'il y a dans le, ouais, pas de tu vois, il y a, relayer ce qu'il y a dans les callbacks ça des qui rentre timers en au compte. callback, etc. Oui, je vois, non, Ouais. mais je parle vraiment en termes général, quoi. Parce Mais que en parce qu'on gros, ouais, pourrait parler du fait que le pool, il ait pas eu le temps d'exécuter tout ton callback, et bah, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, tu vois. et pareil, Ouais. sur l'aspect IO callback, en fait, faut pas se faire avoir. C'est vraiment pas la vision genre exécuter des callbacks JavaScript. En fait, c'est Mhm. vraiment les callbacks JavaScript en soi. Moi, ils sont vraiment exécutés dans la phase de Paul, parce que c'est là qu'en fait il va aller donc travailler avec donc ces interfaces système dans le besoin ou avec la VM. Pour moi, en fait, c'est la vision un peu que j'ai. Et il va faire tout ça à ce moment-là, quoi. Ou peut-être dans la phase de pending comme balle. Enfin, après, tu vois, il y a d'autres petits points à voir, tu vois. Mais la phase IO callback, faut pas se faire avoir parce que c'est vrai qu'elle s'appelle IO callback. Donc, enfin, tu vois, dans ma tête, au premier moment, je me suis dit, waouh, c'est la phase qui exécute tous les callbacks. Tu vois, Oui. et en fait, ils te reprennent direct. Ils disent, ah, c'est pas du tout ça parce que c'est vrai qu'au nom, tu vois, tu te dis, bah, ouais, c'est ça, tu vois. Genre. Et ouais, tu vois, après, il faut rentrer un peu dans tous les phases, mais je pense que le plus important, c'est vraiment c'est la phase Paul, la phase check et la phase timer. C'est vraiment de voir, en fait, et surtout l'ordre d'exécution. C'est-à-dire que quand tu as compris, par exemple, qu'une itération, ça commence par un immediate, etc., ça va te permettre notamment de comprendre les principes de l'event loop qui sont, par exemple, Jaeger ou Lazy, tu sais, que j'avais déjà montré, tu vois, pendant mon dojo à BNP Paribas. Et de se dire, en fait, j'exécute un code en lazy, ça veut dire qu'en fait, je vais l'exécuter sur la phase de set immediate. Donc, en fait, je l'exécute en tick plus 1, tu vois. Et quand on a cette vision, en fait, finalement, de l'event loop, on comprend, en fait, que bah, on a schedulé un code sur une nouvelle itération de la loop. Et après, on essaye d'en comprendre la dangerosité ou les avantages, tu vois, dans un autre sens, quoi. Parce que du coup, forcément, bah, ça répond pas à les mêmes contraintes quand tu les exécutes après, quoi. C'est pas les mêmes IO, c'est pas... Enfin, c'est totalement différent, quoi. Voilà. Ok. Bon, c'est déjà bien, hein. Je pense que là, en tout cas pour le talk, je pense que c'est déjà bien présenté. T'as pas d'autres questions, enfin, David, t'as pas d'autres remarques. De toute façon, après, ça reste. Bon, moi, j'ai envie de faire une version animée. Non, mais ouais, on pourra effectivement travailler un truc autour, quoi. Non, mais Voilà. sinon, c'est vrai que l'IPv, c'est un peu la chose qui fait le café sur Node et on se rend compte qu'on la connaît pas vraiment, alors qu'on bosse avec tous les jours. Ouais. Et c'est justement, en plus, moi, tu vois, c'est ce qui me. En tout cas, c'est ce qui m'attire beaucoup parce que c'est super intéressant, justement, de creuser là-dedans parce que on découvre beaucoup de choses et même si des fois, en fait, finalement, genre, enfin, on maîtrise notre JS, tu vois, parce qu'en soi, enfin, aujourd'hui, je pense que toi, moi, ou même les mentors de la communauté, tu vois, on se fait plus vraiment surprendre par des comportements de notre JS, tu vois, on les a compris dans le fond, tu vois. Mais c'est assez intéressant de voir comment c'est fait sur l'IBUF parce que des fois, genre, on les a compris, mais on n'a pas vraiment, tu vois, perçu la subtilité qu'il y avait derrière tout ça, tu vois, genre. Et c'est assez intéressant de creuser dans ce courant-là, quoi. Voire même plus tard, je pense même pour faire des add-ons natifs, tu vois. Je pense que c'est quelque chose d'important, quoi, pour les remettre en asynchrone. Enfin, je sais que maintenant sur la NAPI, ils ont fait. C'est automatique quasiment maintenant. Enfin, tu sais, il faut utiliser leur API et puis ils gèrent eux-mêmes. Mais ouais, c'est assez intéressant. Donc voilà. Si moi, franchement, si je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à ta présentation NixOS. Oui. Si t'es chaud. T'as pas le choix. C'est quoi ce petit oui? Juste que je regarde un truc, parce que par le plus grand des hasards, là, comment tu lances tes mates en read-only? Mais quoi? Comment tu lances tes mates en read-only? En fait, tu lances pas en read-only, tu lances juste tes mates et après tu fais tes mates show message et te donne 4 URL. Ah, Super intéressant. cool. C'est light. Je sais même pas comment on arrête la partage sur. C'est en Ah, bas ok, à c'est bon. gauche. Non, attends, t'as activé la partage d'écran, tu dois avoir annulé, ouais, voilà. Voilà. Bon,
Bon, si jamais vous avez un joli terminal, vous allez pouvoir vous connecter par magie sur ce terminal. Normalement, ça devrait être du read-only. C'est quoi ce Un poney? poney. Ouais, c'est du read-only. Bon, histoire de, vu qu'il va pas y avoir de grandes images, record avec Askinema, comme ça on pourra donner aux autres. Et histoire de, vu que sinon c'est pas marrant, vous mettre quelques poneys. Ça fera un petit fond visuel. Bon, Putain, merde, où est-ce qu'on est tombé? ils sont sympas ces poneys quand même. Hein. Bon, donc je vais commencer par une petite histoire. Enfin, petite histoire. Bon. Alors, j'ai commencé Linux, à utiliser vraiment Linux il y a un petit bout de temps. Et j'ai commencé à utiliser Linux après que j'ai un peu scratché mon Windows parce que j'ai un peu trop joué avec le registre. Il se trouvait que j'avais pas moyen de le réinstaller et qu'il y avait un disque d'Ubuntu à côté de moi. Donc le choix a été vite fait, j'ai essayé Ubuntu. Bon, Ubuntu, il me semble que j'y suis pas resté très longtemps. Pour une raison assez obvious, c'est que je l'ai cassé. Ouais, laisse-moi tranquille avec mes poneys. Pour une raison assez simple, c'est que j'ai cassé mon Ubuntu parce que je l'ai pas mis à jour et bon, mettre à jour de 3 versions, ça fait mal. Donc j'ai commencé à m'amuser à changer de distro. Et ce changement de distro sous Linux, je crois que à peu près toutes les personnes qui ont utilisé Linux l'ont rencontré. Et généralement, on change de distro pour des raisons parfois obscures, parfois non. Ubuntu, j'ai changé pour la simple et bonne raison, c'est que en tant que développeur, quand tu as des packages qui ont 3 ou 4 versions de retard, tu t'amuses. Hein, Node avec 4 versions de retard, ça vous tente? Ouais, c'était censé être une blague. Par contre, je vais devenir fou avec ton fond de poney. Bon, d'accord. Ouais, c'est mieux. Parce que là, j'avais mes yeux clignotés. J'étais, ouais, Et puis en plus, il y a des poneys décapités, ça va plus. Tout ça. Et donc, après cette joie avec Ubuntu, je suis passé sous plein de distros, je suis passé par Arch, et puis Arch, au bout d'un moment, Mob Distro, c'était tellement le bordel que je m'amusais à la réinstaller tous les 6 mois. Puis après, je suis tombé sur cette distro magnifique, le Saint Graal NixOS, présenté par un copain sysadmin au début, comme une distro révolutionnaire où t'écrivais ta config, où ta distro s'écrivait avec une seule config, et que... Ouais, on va plutôt l'ouvrir comme ça. Que cette config magique, tu la prenais, tu la mettais sur un autre PC et puis ça fonctionnait. T'avais plus à passer plein de temps pour installer plein de packages. Et donc j'ai commencé avec ce truc là, j'ai joué et c'est vachement sympa, mais pas que pour ça. Vu que NixOS a une vision assez sympa de Linux, c'est-à-dire que par défaut il casse absolument tout. Par exemple, dans mon USRBin, où généralement tu as beaucoup de binaires, on va aller sur un truc un peu plus classique pour montrer la différence. Au USRBin, on a un petit lot de binaires. Moi, je suis pauvre, j'en ai qu'un. Ouais. La même chose sur bin, normalement on a plein de binaires. J'en ai qu'un aussi. En fait, NixOS a une conception assez particulière vu que tous nos programmes sont isolés. Et on a accès à ces programmes par rapport en fait à notre pass, qui là est assez réduit, mais on peut voir quelque chose d'assez particulier. C'est que j'ai dedans, j'ai un home David /David/.nix profile. En fait, dans ce truc-là, j'ai les binaires de ma session. Ce qui est intéressant avec ce truc-là, c'est que ça casse à peu près tous les outils qui hardcodent le pass de leur binaire. C'est assez marrant, on s'amuse. Et bon, à part ça, c'est sympa. Et tous mes programmes sont installés dans un endroit assez particulier, en fait, le store de Nix.
dans ce store, il me met tous les packages avec un dossier SEH et construit à partir de mon package du package et de ce qui a été pris en entrée pour compiler. Ce qui nous permet de faire des choses assez sympas, c'est que vu que tous mes packages, vu qu'ils sont associés à un hash, peuvent exister en plusieurs versions différentes. Donc par exemple sur NixOS, on a toutes les versions de Node qui coexistent. Vu que j'ai toujours pas appris comment me servir du système de query de Nixenv, je lui demande de me lister tous les packages. Donc ça prend un peu de temps. Donc là j'ai la version, une Node 4, une Node 6, une Node 8 et une Node 9 qui existent sur mon système. Et je peux avoir ces 5 dans ces 4 versions en même temps sur mon système pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont tous un pass différent. Et donc, j'ai pas besoin d'utiliser par exemple de version manager pour la plupart des choses comme HeadVM, et je peux utiliser un outil de Nix qui s'appelle le Nix Shell. Et ce Nix Shell en fait me permet de sélectionner par exemple, de me faire spawner un shell avec une version, avec un package particulier. Donc, par exemple, je peux me spawner un shell avec Node 4. Ah d'accord, j'ai pas Node 4 sur mon système. Bon, on va attendre un peu le temps que Node 4 se télécharge. Je vois de ma connexion. J'ai un Node 4 magique. Et on peut... Ouais non, on va pas s'amuser à chercher dans le Nix Store. C'est assez chiant. Et ce système de shell, en fait, c'est seulement le début, entre guillemets, à ce niveau-là. On va prendre un exemple, c'est que s'amuser à bosser sur NeoVim. On peut construire, par exemple, pour chacun des projets, ce qu'ils appellent des shells.nix. Ah, d'accord, mon ASCII. Oui, bon. Fuck, il n'y aura pas d'ASCII-NEMA. Record que sur le premier shell. Mais donc là, par exemple, ici, j'ai pu construire, ça c'est une configuration qui est passée au Nix Shell. Et mon projet, surtout que NeoVim, c'est quelque chose, en C, c'est généralement énervant à setup ce genre de projet. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu as besoin de certaines dépendances et autres. Les fichiers shell.nix te permettent de configurer un Nix Shell avec des packages entre guillemets, et c'est Nix qui va s'occuper de télécharger ces packages et autres. Donc ça te permet d'avoir pouvoir travailler sur un projet très rapidement. Surtout qu'on peut voir qu'ici, par exemple, j'ai des packages qui ne sont pas packagés par défaut avec NixOS. Par exemple, NeoVim utilise une lib des termes différente. Bah là, j'ai pu le packager en dehors de tout mon système, et c'est seulement le Nix Shell qui va carrément me construire un package à partir de ça. Et ce package va me l'injecter dans le Nix Shell. Et donc là après j'ai toutes mes packages qui sont présents déjà dans les repos de NixOS. Je peux même m'amuser à mettre des hooks qui vont me permettre de setup par exemple certaines variables d'environnement et autres. Donc on peut s'amuser à faire spawner mon Nix Shell. Le --runfish c'est juste particulier par rapport à mon shell. Donc là on peut voir qu'il va s'amuser à me télécharger tout ce que j'ai besoin. Donc toutes les liblua et autres. Et là, t'as 36 gigaoctets de libre. Eh bah, c'est du C en même temps. Hein. Bon, bah les mecs, on revient dans 6 heures, tu sais. Donc, on va le laisser. Voilà. Il a fini de... Dès que tu vois un poney, c'est que c'est terminé, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est qu'il vient de me lancer un shell. C'est un petit indicateur. C'est pratique, c'est sympa. Et non, de mémoire... si c'est un poney, là, ok. Je ne sais même pas le build. Au pire, on s'en fout. On n'est pas là pour build NeoVim. Maintenant, quelque chose qui est intéressant à voir aussi, et je me suis pas attardé tout à l'heure là-dessus, mais il y a quelque chose d'assez particulier avec NixOS,
Non, avec Nix en général, vu qu'en fait NixOS est construit au-dessus d'un package manager qui s'appelle Nix, et ce package manager peut être installé sur n'importe quelle distribution. On peut même l'installer sur un Mac par exemple. Donc tout ce qui est Nixshell et tout, tous les outils que je vous ai montrés, c'est pas spécifique à NixOS, ils peuvent être utilisés un peu partout, du moment que c'est un système Unix. Donc là, par rapport à ce package libvterm, il y a quelque chose qui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais qui est assez troublant, c'est que là-dedans, je décris quasiment seulement où il va chercher les sources. Donc là, on peut voir le fetch from GitHub où je lui dis d'aller voir le owner, l'organe neovim, le repo libvterm, et où je lui donne seulement quelques dépendances, mais je lui décris à aucun moment comment il doit build un projet. En plus, c'est un projet en C. Tout ce qui est au niveau de cette configuration, vu que le Nix entre guillemets est un langage, là toute cette config, on peut voir que c'est un langage assez particulier, mais au niveau des packages Nix, le système de build a certains systèmes par défaut entre guillemets. Par exemple, il connaît tout ce qui est les projets en C qui se build via configure make install. Et il est capable en fait par défaut de détecter ces projets et de les build automatiquement sans aucune instruction. C'est assez pratique vu que ça permet par exemple quand on a des projets de pouvoir le packager simplement. Et ce packaging est assez particulier aussi, c'est que tous les builds avec Nix sont isolés. C'est-à-dire qu'on n'a plus par exemple le problème où tu arrives à build ça sur ta machine pour la simple et bonne raison que sur ta machine, tu as des dépendances qui sont installées et pas d'autres. Moi, dans mon cas, quand Nixshell va prendre un package, il va l'isoler du reste du monde et il va seulement lui injecter ses dépendances et autres. Et donc, si jamais je ne lui spécifie pas les bonnes dépendances, bah ça va péter. Alors que par exemple, sur certains systèmes Unix, tu as certains packages et certaines dépendances qui sont là sur son système par défaut et parfois tu les oublies. Donc, tu peux avoir quelques surprises le jour où tu essayes de build ça autre part. Maintenant, tout ce packaging fonde la base de Nix. Et au-dessus de Nix, il y a NixOS qui a été construit. Le gros intérêt de NixOS, c'est qu'en fait, il nous permet d'étendre ce packaging et ce langage Nix à tout notre système. Donc, on va aller refaire un tour sur la configuration que je vous ai montré au début. En fait, toute cette configuration, en plus de me permettre de définir des packages, là ici, on peut voir que je définis des services. En fait, NixOS permet de contrôler toute la configuration de ces packages avec. C'est-à-dire que NixOS a des modules, et ces modules prennent des arguments d'entrée et te génèrent une configuration pour le programme derrière. Cette configuration, comme le reste du monde, est totalement isolée. Je vous montrerai après avec Nginx ce que ça donne. Et tous ces services sont des services systemd. C'est-à-dire que, en fait, avant Nix n'était limité, entre guillemets limité, comment expliquer, Nix était isolé au packaging des dépendances. Maintenant, avec NixOS et tout son système de modules, on peut en plus donner comment est-ce que notre programme, notre soft doit tourner sur le système. Avec ce système de service, en fait, qui nous donne accès à toute la puissance de systemd. Et donc, tu as toute la puissance du management de process sous Linux. Donc, par exemple, systemd est capable de gérer tout ce qui est restart de process, savoir s'il a crash, gestion des logs et autres. Donc, on a accès à toute cette puissance et très simplement. Vu que le Nix reste un langage de programmation, donc on peut définir des fonctions et autres qui peuvent nous simplifier toute la tâche. Contrairement à généralement une configuration où chaque configuration a son format propre et on peut pas, par exemple, on ne peut pas définir des codes où, par exemple, on va dire qu'on répète 3 fois la même chose, tu répètes 3 fois la même chose dans ta configuration. Bah, si ta configuration ne supporte pas un système de snippet ou d'import ou autre, bah, tu vas être obligé de dupliquer ces 3 trucs. Vu que NixOS, toute la configuration se fait en Nix, bah, on va pouvoir utiliser le langage Nix pour nous éviter, en gros, et nous générer une configuration qui aura ces 3 bouts répliqués. Mais ce ne sera pas à toi de gérer ça.
Et donc là, généralement, pour la plupart des services assez communs, NixOS a déjà des interfaces prédéfinies où tu as beaucoup de configurations par défaut, comme la plupart des repos où ils te donnent généralement par exemple des services systemd par défaut avec des configs par défaut qui sont adaptés à la majorité des cas. Et sur certaines choses, par exemple, on peut voir là, pour mon serveur X, on a toujours accès à la config brute, en plus des options définies par NixOS. Donc ça peut être pratique vu qu'on garde quand même, on garde la flexibilité du Nix, mais on a toujours la puissance de la configuration originale. Maintenant, on va aller voir sur un serveur qui tourne sur Nix, pas totalement différent de la vision bureau. La configuration que je vous ai montrée sur mon système, moi, elle est constituée seulement d'un seul fichier. On va plutôt que mon Vim est cassé en plus là-dessus. Cassé. Beaucoup de choses sont cassées. Dis donc, c'est- Bien cassé ma session. Incassable, cassé. Ouais, bon, Il a c'est réussi juste à pas- lancer un Vim. Lance un Merde, poney, avec ma- peut-être que ça va t'aider. Là, ouais, c'est vrai que le poney, je devrais, mais je l'ai pas là-dessus. Bon, sinon, là, la configuration de ce serveur, vu que généralement un serveur au niveau configuration de service et tout, c'est ce qui compose un serveur, donc il y en a beaucoup plus que sur une configuration classique. On a quand même un système d'import entre guillemets, donc je peux split ma configuration. Donc là, c'est la configuration principale. On peut voir qu'il y a un petit MySQL horrible. On va vite fermer ça. Et on va aller dans une partie un peu plus intéressante, en fait, la configuration de Nginx. Je sais pas si jamais il y en a ici qui ont déjà configuré Nginx, mais bon, quand tu configures Let's Encrypt, tout ça, ça commence à devenir verbeux et chiant. Et donc là, on a quelque chose qui est très sympa, c'est qu'on a plein de settings par défaut. Genre par exemple, settings TLS recommandés, settings d'optimisation recommandés. Et ça, il va nous générer une config énorme. Après, j'ai toujours la main, par exemple, sur les ciphers SSL pour pouvoir avoir un joli score de. Il me semble c'est 9 sur une extorsion à la con pour tes certificats SSL, un truc qui est totalement inutile, mais c'est juste ça fait joli. Et à ce niveau-là, on peut voir que ma configuration de Nginx est assez séparée. Par exemple, mon root virtual host est dans un fichier root.nix. Et dans ce fichier, il y a des choses très intéressantes. Alors, la seule chose qui est importante, ça. Encore, on voit rien. Bon, en gros, c'est de là jusqu'à OnlySSL. Déjà, on peut voir que ces deux paramètres, juste avec ces deux variables, NixOS me setup Let's Encrypt et tout. Avec deux petites variables. Comme ça, j'ai du SSL par défaut sur mon site. C'est aussi rapide qu'avec Kadi. Il se démerde avec mes noms de domaine, tout ça, tout le bordel, il fait ça pour moi. Après, là, on a juste une location Nginx. Donc on peut voir que généralement pour les configs, ils reprennent les noms, mais là, je spécifie mes locations quand même en utilisant Nix. Et on peut voir que j'ai toujours accès à la config Nginx si jamais il y a des options qui ne sont pas supportées. Et là, en dessous, il y a des choses un peu plus intéressantes. C'est que c'est des configurations qui sont assez comment dire, qui sont assez genre la configuration de pré-render. Pré-render, en fait, je sais pas si vous connaissez, mais c'est utile quand on fait des pages qui sont client-side rendered. En fait, pré-render pour tous les bots qui scrapent ton site et qui ne sont pas capables d'évaluer le JavaScript, en fait, ils font passer soit dans PhantomJS, soit dans Chrome pour sortir une version de ton site sans aucun JavaScript. C'est pratique. Donc là, on a une config de pré-render, donc c'est pas un truc anodin vu que tu dois proxyer tes requêtes vers pré-render. Mais toute cette config, vu qu'on a quand même accès à la config de Nginx, on peut quand même l'écrire. Sans trop de problèmes et sans s'amuser à faire des hacks au niveau de Nix et autres. Et maintenant, une chose qui est intéressante aussi, c'est la définition des services sous OS.
À comparer ça avec setup. Et cette chose. Render là. Il est avec vie aussi, histoire de. Ah, on peut voir cette configuration est à peu près sensiblement la même. Et sauf que d'un côté, elle est définie avec Nix, et de l'autre côté, elle est définie de manière classique, une configuration systemd. Chose qu'on peut voir qui est assez intéressant déjà, c'est qu'on a quelques trucs en plus, genre par exemple ça, le systemd.service.prerender.enable, où on n'a pas d'équivalent de l'autre côté. En fait, si jamais vous avez déjà utilisé systemd, systemd, il y a plusieurs états d'un service. On peut démarrer le service avec une commande start et on peut enable le service. En fait, ça va faire qu'il va être démarré en gros au bout de ta machine, entre guillemets. Et donc généralement tu fais ça avec une commande. Avec Nix tu fais ça de manière déclarative, donc c'est à dire que du moment que tu as ta config, ton truc sera enable, alors que sur un serveur tu dois mettre ton fichier de conf systemd et exécuter la commande. Donc généralement pour t'éviter de te rappeler tous les services que tu dois activer, tu te fais un script ou des trucs comme ça quand tu as beaucoup de machines à gérer. Et on peut aussi remarquer d'autres choses outre cette version déclarative du enable de systemd, c'est que dans mes services du côté de NixOS, je dois déclarer les packages qui sont dans mon pass. En gros, mon service systemd sera isolé et n'aura accès strictement qu'à ce que je lui mets dans son pass. Donc là, il aura seulement Node et rien d'autre. C'est-à-dire que s'il essaye d'accéder à d'autres programmes sur mon système, il ne pourra pas, entre guillemets. Enfin, il pourra s'il connaît les passes absolus, mais c'est assez compliqué vu qu'ils sont dans le Nix Store. Donc ça restera un peu la chose. Ouais. Encore, on pourrait totalement l'isoler en utilisant des options de systemd. Donc sinon après c'est des choses assez bateau, on peut retrouver les équivalences, genre par exemple le exec start et le directory, tout ça, on a les équivalences d'un côté et de l'autre. Juste l'utilisateur, mon pote, s'est amusé à faire tourner ça en route, c'est affreux aussi. Après, c'est dommage, enfin, ça, nous, on n'est pas des experts Unix. Ben, c'est dommage qu'il n'y aurait pas eu. Enfin, je pense que ça aurait peut-être plus, pour le débat, plus intéressant s'il y aurait eu Nolan ou des choses comme ça, tu vois. C'est dommage. Mais moi, tu vois, après, des questions que j'aimerais bien te poser, tu vois, par exemple, qui sont forcément plus accessibles par rapport à mon niveau, à moi, parce que tu sais, moi, je fais un 4, je fais des Vim, je vais pas aller très loin sur Unix, tu vois, mais en fait, c'est par exemple, genre, pour toi, genre, quels seraient, tu vois, les désavantages et les avantages, tu vois, genre, par rapport à d'autres distribs en prod, ouais, je parle. Enfin, tu vois, en fait, je voulais y venir après, ça, vu que là, je la présentais surtout d'un côté utilisateur. Ouais, okay. Mais au niveau, en fait, d'une utilisation, entre guillemets, en prod, j'ai pas vraiment mis de choses très poussées en prod, on va dire ça comme ça. Mais oui, oui. Pour un projet avec un pote sysadmin, on s'est amusé à faire tourner une grosse machine. C'est pas dégueu, il me semble de 32 Go de RAM, une connerie comme ça, entièrement sous NixOS. On est resté sur 2 mois. On est resté 2 mois dessus. NixOS est assez pratique au niveau de si on le fait tourner ça en production, seulement si jamais en fait tu as une réelle communication entre des développeurs et tes sysadmins. En gros, tout ce qu'essaye de faire le mouvement DevOps. Donc NixOS s'adapte vachement bien en fait à ce niveau-là. Vu que le développeur maintenant, c'est le développeur qui peut gérer lui-même et qui va expliquer à travers la config Nix en fait comment son programme doit être compilé et doit tourner. Donc c'est lui maintenant on peut lui donner la main à ce niveau-là.
Donc il peut définir sa configuration Nix avec ses services et c'est lui qui va vraiment prendre les décisions de comment il fait tourner son programme. C'est ce que je m'amusais à faire en fait sur les repos de certains projets. Je définissais une config Nix dessus et mon pote sysadmin derrière en fait pouvait effectuer ce qu'on appelle des dérivations. En gros, c'est à partir de ma config Nix, il s'amusait à modifier des choses derrière. Donc par exemple, moi sur systemd, je mettais seulement le strict minimum, donc comment faire tourner mon truc, et lui derrière, il rajoutait des sécurités en plus sur ce service. Par exemple, dire comme quoi il est restreint à tel utilisateur, il est restreint à tel dossier et autres. Et donc, en tant que j'avais toujours la main, d'une version à l'autre, je pouvais m'amuser à changer des choses. Et lui, il n'avait absolument rien à changer. Vu qu'on peut coupler ça, et il a toujours la main sur mon script, c'est pas comme si je me connectais sur la machine et j'installais mon truc et puis je le faisais tourner et puis lui, il avait aucun regard dessus. Ça reste un script et lui, il peut isoler son comportement. Et maintenant, il y a une très grande utilité, c'est que la config de Nix, on prend cette config, on la met sur une autre machine et puis basta. C'est-à-dire que tu peux t'amuser à faire un peu. C'est Netflix, il me semble, qui a commencé ça avec Chaos Monkey. Ils s'amusent à tuer leur machine. Mais bon, là, c'est juste pour voir comment leur infra est résilient aux failures. Et donc, pour ce système-là, en fait, ils ont besoin d'avoir tout un système d'infra as code. En gros, un moyen de définir leur machine et puis de les reconstruire et de les redéployer et de construire de nouvelles images et autres. Et Nix est un très bon candidat à ce genre de modèle. Surtout qu'il y a des outils qui sont développés autour. Et ta configuration, tu la prends, tu la mets sur un autre PC, tu fais un coup de NixOS rebuild. Et puis c'est bon, il va tout installer et tu vas avoir exactement la même machine qu'avant. Donc c'est très bien à ce niveau-là. Justement, par rapport à ça, parce que tu vois, moi, par exemple, en production, j'ai déjà eu affaire à des trucs genre Ansible, tu vois, par exemple, tu vois, justement, ce que tu parlais de ce... Je sais pas si tu as déjà utilisé ou déjà vu, Oui, je sais j'ai déjà pas. utilisé. Je sais pas comment tu placerais ça, toi, par rapport à ce que tu es en train d'expliquer là. Est-ce que c'est dans le même... En fait, Ansible, ce qui est assez pratique, c'est que il t'impose pas en fait toute la distribution. Ça reste un outil de build et il est assez simple. Sauf qu'il est plus tourné en fait vers les ops. Et le mélange en fait de configuration et toute la puissance du langage entre guillemets, vu que ça reste du YAML. Après, c'est vrai qu'il y a non, toute la config de Ansible c'est du YAML et puis tu peux faire des modules en Python. Tu décris Oui, tout voilà, avec c'est ça. Je sais qu'il y avait un des trucs en Python, mais... Ouais. Et en fait, Ansible est assez sympa, c'est que ces modules, tu en as à peu près pour tout. Tu peux déployer sur Debian et autres. Et Ansible est assez puissant vu qu'il est même capable de faire des checks, par exemple, pour éviter de refaire les mêmes actions plusieurs fois. Sauf que le problème d'Ansible, c'est que ça t'amène à ça, à faire de l'infra as code, c'est vachement sympa, mais le concept, je trouve, est poussé et pas poussé jusqu'au niveau où il pourrait l'être. Vu que, par rapport à NixOS, vu qu'en fait, mes binaires sont isolés et puis mes configurations sont là, il est capable de me versionner mon système. C'est-à-dire que par exemple, à chaque fois que je rebuild mon système depuis une configuration, ce que n'est pas capable par exemple Ansible, c'est que lui, il est capable de me stocker mes différentes versions. Il est capable de garder mes versions. En fait, je peux rollback à une ancienne version de ma configuration. Il va me remettre ma machine dans un ancien état. Ça m'est déjà arrivé où j'ai flingué toute la machine parce que je me suis amusé à passer en channel unstable. Ce truc-là m'a tellement sauvé la vie. Que quand on a une libc qui déconne, t'as tout ton système qui est cassé, tu peux absolument plus rien exécuter. Et puis par un peu de magie noire, vu que tout était isolé, en fait, généralement, tout ce qui est libc et tout ça, c'est des libs dynamiques qui sont à un endroit sur ton système, et puis chaque programme charge la libc à cet endroit dans le système. NixOS, vu que tu as une isolation, par exemple, mes anciens binaires avant ma mise à jour existait toujours sur mon système et tapait encore sur l'ancienne libc vu que la libc est totalement isolée. Et donc ça peut aussi sauver la vie en production vu que tout ce qui est le système de rollback de NixOS, c'est très puissant. Et tout ce système
de rollback, en fait, ça s'allie très bien quand tu versionnes ta config de NixOS. Tout le système de config.nix, déjà le versionner, c'est vachement pratique parce que tu peux voir quand tu as introduit une régression ou autre avec tu as accès à tous les outils de ton système de gestion de version. Et en plus, tu peux, en plus d'utiliser le système de rollback de NixOS, tu peux revenir en arrière vu que c'est une configuration, c'est comme Ansible, tu pourrais le versionner et puis revenir. Et tout ce... Oubliez ce que j'allais dire. Tout ce système avec NixOS permet aussi autre chose, c'est que au niveau du rebuild de NixOS, ce qui va nous faire, c'est configuration. Toutes les nouvelles et toutes les anciennes configurations continuent d'exister. Donc on est même capable, enfin, de faire tourner avec un système, en fait, les NixOS containers, parce que oui, ils aiment bien réinventer la roue, tout ça. Et il y a un système de conteneurs, en fait, où tu as plusieurs versions de conteneurs, donc plusieurs réalités qui sont capables d'exister en même temps, sauf qu'en utilisant le système de Nix. Par exemple, Docker est aussi capable de faire, vu qu'il garde toutes les images. Mais là, ce système de conteneurs est capable d'exister en plusieurs réalités différentes et il est même capable de le faire en fait après par exemple un reboot de ta machine ou d'autres trucs, ce qui peut être assez sympa. Mais bon, le système de conteneurs de Nix c'est quelque chose que j'ai pas encore assez exploré. Je sais que Light s'était bien amusé à jouer avec. T'as bien cassé la gueule des cieux aussi. Ouais, surtout. N'hésite pas, Light, d'ailleurs, si t'as des... Enfin, je sais pas, tu vois, après, si t'as des interactions, des questions ou quoi que ce soit... Enfin, vu que t'as l'air d'avoir, justement, comme il dit, d'avoir joué, tu vois, je sais pas, des fois, si t'as des remarques ou des choses, c'est intéressant, quoi. C'est très drôle de s'y plonger, surtout quand tu veux faire un truc séparé un peu niveau réseau, enfin que ça tape pas sur la même adresse, mais que tu connais rien. Et du coup, tu expérimentes et ça se casse plus la gueule qu'autre chose. Bon, sinon, NixOS, c'est vraiment quelque chose en fait à expérimenter entre guillemets, et surtout quelque chose qui est, une fois en production, c'est assez sympathique, vu que quand tu veux faire entre guillemets tout ce qui est infra as code, et puis éviter que tes machines vivent très longtemps et acquièrent de l'histoire. En gros, c'est ce qu'on appelle de l'immutable infrastructure. Il y a de très bons talks là-dessus sur YouTube, et c'est vachement intéressant. En fait, tu pars d'un principe où tu te dis qu'avoir de l'uptime sur une machine, c'est con, parce que ça veut dire que ta machine acquiert de l'historique et se différencie des autres. Alors que toi, tu veux pas qu'elle acquiert de l'historique, et donc tu veux que toutes tes machines soient les mêmes. Donc comme ça, si jamais tu appliques une action sur toutes tes machines en même temps, tu te retrouves pas avec des problèmes parce que une machine diffère d'une autre, ce qui est vraiment un calvaire à gérer. Et NixOS peut te permettre en fait de mettre en lien tout le monde, donc les équipes de dev et ops à travers ces configs Nix, et te permet aussi de pouvoir construire toute une infrastructure immutable, surtout que ma configuration là, ma config.nix, j'ai même pas besoin en fait d'être sur mon système pour construire un système avec. En gros, je m'explique. Cette configuration.nix, déjà, je peux m'amuser à construire une image de machine virtuelle, donc c'est très pratique. Par exemple, si tu as un serveur de CI, tu peux utiliser Nix pour qu'il te construise des images de ta distro. En gros, des images où tu auras juste à la drop, par exemple, je sais pas, sur AWS ou sur Google Cloud Engine. Et comme ça, tu peux même versionner tes images. Et il y a des outils aussi, comme par exemple NixOps, qui sont plus faits pour les ops, hein, c'est dans le nom, et qui sont un peu à la Ansible. En gros, ça te permet de déployer un parc de machines entier. Et il est même capable de commander des machines sur AWS ou sur certains providers, genre DigitalOcean, Cerner et plein de choses. Et donc, dans cette config, toujours avec du Nix, tu lui déclares tes machines, les packages que tu veux installer, ainsi de suite. Et donc, même si NixOS c'est pas très populaire entre guillemets, ça fait partie des distros qui sont pas trop connues, quoique elles commencent à émerger un peu plus.
C'est toujours sympa, c'est sympa de l'utiliser. Après, c'est vrai que ce serait sympa de voir dans une vraie équipe, même s'il me semble qu'il y a des, comment ça s'appelle, des user stories à propos de ça, Mm. des boîtes qui ont tourné exclusivement avec NixOS de bout en bout. Et elles sont assez intéressantes. Pour la plupart que j'ai pu lire, les mecs étaient très contents. Ça change d'habitude, bien que la distro est assez marginale. Elle ouvre en fait certaines questions sur comment devrait être organisé un système Linux, qui est assez intéressante et te permet d'explorer de nouvelles façons de travailler, et donc qui essaye de répondre entre guillemets à ce que le mouvement DevOps a essayé de répondre aussi, c'est faire communiquer les devs et les ops. Et donc si jamais vous voulez faire un peu de propagande, on sait jamais, startup, tout ça, ça peut être intéressant de tenter NixOS. Voilà. Si vous avez des questions, des trucs que vous voulez voir, si vous voulez un peu plus de licorne, on peut toujours s'arranger. Il y a un Bah, truc que t'as pas parlé qui est super cool aussi, c'est la facilité des patchs kernel. oui, c'est vrai que j'aurais pu en parler ça. Et je voulais en parler en plus. Merci de me le rappeler, Lai. Ah, de Il y rien. a, il y a quelque chose qui est pratique avec NixOS, c'est que les packages sont définis avec un langage de programmation. Comme la plupart des langages de programmation, tu peux changer le comportement de ce programme. Donc, on peut changer le comportement de certains packages en fait sans réécrire tout le code. Donc, c'est un problème. D'accord, il veut. Un problème que j'avais sous Arch, c'est que la plupart des packages c'est juste en fait un script shell qui va build ton package. Et on a des choses très intéressantes, c'est que par exemple, là ici on peut voir au début, tous ces trucs-là, j'override des packages. C'est-à-dire que je prends le package source et puis je vais modifier son code en overridant certaines propriétés pour me créer un nouveau package à partir de ce premier. Donc là, on peut voir que j'ai mon polybar où j'active le support, vu que là, c'est le package qui te propose des variables en gros qui vont activer des features pendant le build. Donc là, je crée un package à partir de ça. Ou là, par exemple, je peux me créer un nouveau package Python 3. En gros, qui me prend Python 3.6 et je lui ajoute des packages comme le package NumPy, par exemple mon WineTricks où je change carrément ma version de Wine qui a été utilisée pour compiler, je passe à Wine Staging. Et donc tout ça peut permettre de changer aussi certains packages de base et donc te permettre par exemple si ton programme tu utilises une dépendance et que cette dépendance a un bug, tu peux carrément en gros construire une nouvelle dépendance à partir de ça et lui appliquer un patch. Et tu as tout un système de patch aussi, par exemple, appliquer des patchs kernel avec NixOS, c'est très simple. Tu n'as pas besoin de créer ton propre package pour ton kernel et ainsi de suite, comme tu fais dans la plupart des distros. Là, tu dis juste à Nix, utilise-moi ce patch quand tu vas construire mon kernel. Et il va appliquer le patch et continuer à construire ton kernel comme si de rien n'était. Et tout ce système est utilisable en fait avec la plupart des systèmes de gestion de version, vu qu'on a par exemple, Nix a des formats pour packager des packages NPM. En gros, il y a des versions Nix de packages NPM. Et il y a des outils comme par exemple npm2nix, où en gros tu lui donnes ton package.json et il va te produire une configuration Nix. Donc ça peut être très sympa quand tu veux t'amuser à appliquer des patchs sur tes dépendances NPM. Et c'est vachement pratique. On peut voir par exemple avec Nixon, on peut essayer de lister quelques packages NPM qu'il y a sous Nix actuellement. À mon avis, il va y avoir une. Ah d'accord, il n'y a que npm2nix. Youhou, l'effet démo. Et bon, donc Nix, bon, je trouve pas de package note, c'est dommage. Et donc à ce niveau-là, Nix s'intègre aussi très bien avec la plupart des package managers déjà existants. Par exemple, Cargo aussi, je sais que le package manager, non, je sais même pas s'il y a un package manager, mais je sais qu'il y a une intégration avec des trucs en Perl, en Ruby, on a même en C#, il y a à peu près tout. Et donc, on peut même utiliser les avantages de Nix avec ça. Donc, override des packages ou override même des trucs standards et puis te créer une toute nouvelle définition de qu'est-ce que c'est que ton environnement. Ouais, ok, je vois. Mais ça, c'est sympa. Enfin, même moi, tu vois, qui est pas forcément techniquement sur la Lune, tu vois. Au niveau système, tu vois, genre ça, enfin, je capte l'utilité et ça a l'air vachement sympa, quoi. Enfin, en tout cas, dans une vision d'administrateur système, tout ça, où tu veux faire des confs et avoir une infrastructure qui tourne d'une telle manière, tu vois, ça semble sympa, quoi.
Après, c'est vrai que c'est surtout fait pour les ops, mais en tant que développeur principalement, NixOS, c'est bien que la plupart du temps, hein, vous avez pu le voir à la Dot School, parfois NixOS m'offre de jolis comportements assez indéfinis parce qu'il y a des abrutis qui ne savent pas écrire des packages. Hein, genre les passes hardcodées, tous les trucs comme ça où ils assument que bidule chouette est présent sur ton système alors qu'il est à un autre endroit. Et sinon, ce que je voulais en venir, c'est que même pour les développeurs, quand tu as envie de t'amuser un peu avec Linux, c'est vraiment une distro à essayer, vu qu'il te donne beaucoup d'outils. Et pour vraiment en fait avoir toute la puissance de Nix, il faut que les développeurs et les ops en fait passent le pas, ou même en fait sans utiliser NixOS, juste en utilisant par exemple pour les développeurs seulement le package manager de Nix, vu qu'il y a aussi beaucoup de talk surtout pour du C et du C++, vu qu'eux des langages qui n'ont pas vraiment de package manager attitré, où de plus en plus de projets utilisent Nix pour l'isolation des dépendances et tout, vu que là, certes, j'ai surtout parlé de NixOS, c'est avant tout un package manager Nix qui s'installe sur à peu près toutes les distros. Donc en tant que développeur, ça peut être très intéressant, parce que c'est Nix qui gère tout ce qui est override des dépendances, et par exemple, moi j'ai déjà eu le problème avec certaines de mes dépendances NPM où j'aurais vachement voulu appliquer des putains de patchs. Et bah je pouvais pas, donc j'ai dû faire un fork, m'amuser à pousser des trucs, m'amuser à build et puis l'héberger parfois même sur le repo GitHub, sur une branche d'un repo GitHub, pour l'utiliser en tant que dépendance. Alors que si jamais j'aurais été un peu taré, j'aurais utilisé Nix, j'aurais fait fuck tout le monde, utiliser Nix pour build mon truc, et puis j'aurais pu appliquer des patchs. Donc voilà, c'est certes une distro pour mec totalement taré et un peu sadomaso, faut pas oublier que ça reste aussi un package manager et que ça peut être très sympa à utiliser. Et que si jamais le développeur utilise le Nix en tant que package manager pour ses projets et propose quelque chose avec Nix, ça peut vachement rétablir en gros tout ce qui est entre guillemets le dialogue avec les ops, vu que tu communiques à travers ce fichier de build qui peut définir bien plus qu'un build. Voilà. Ok. C'est t'as fait le tour là ou? J'ai pas grand chose d'autre à dire, donc si jamais vous avez des questions comme ça, ou si vous voulez revoir des poneys encore une fois, je vous fais un truc avec les poneys vraiment. Ouais, ça va, j'ai eu ma dose de poney. Moi j'ai cru voir passer des dragons quand même. Oui, j'ai vu Oui. à un moment, je me suis dit c'est un dragon ça. Ouais, C'est pas un poney. Ça s'appelle... Il y a beaucoup de poneys. Ah oui, d'accord. Tu dérives, mais attention. Fais un grep dessus, je crois. Pas en a un dedans, il s'appelle Discord. Fais un grep dessus. Attends, mais c'est dans lequel? Dans les spéciales ou dans les classiques? Je crois dans les classiques. En Ouais, haut, mais il Discord, représente dans pas les le deux. Discord. Je sais pas. Bon, mais du non, coup, mais le Discord, il doit être moche. Il doit être moche. Je crois que c'est le dragon. tu vas peut-être pouvoir close le stream, Alex. Ouais. Et bah d'ailleurs aussi, bah je présente un peu la page GitHub S Community pour ExmaScript Community, donc n'hésitez pas à aller dessus pour nous rejoindre si cela vous dit. Donc à lire quand même. Et ici vous avez le petit bouton Discord. Donc regardez un petit peu les règles, tout ça avant de venir. Ça vous évitera de vous faire dégoûter ou même que quelqu'un vous retire ou etc. Ou que vous ne puissiez pas parler même tout simplement au sein de la communauté. Voilà. Donc je vous dis merci d'être venu. Ces mots, ton poney découpé, genre en deux parties. Et à la prochaine pour le prochain Ça, c'est talk show. Ok. Sinon,